Et si je vous disais que la majorité de vos opinions ne sont même pas les vôtres, vous direz quoi? Bonjour à tous, moi c'est Lorna Kakou et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, le lendemain de mon anniversaire qui était le 22 mars, j'ai décidé d'effectuer une petite marche pour décuver un peu. Et je lisais un livre audio qui s'appelle Food by Randomness de Nassim Nicholas Taleb. Donc, dans ce livre, à un moment, une phrase m'a particulièrement marqué. Il dit, je cite, « J'ai passé ma vie d'adulte dans un combat féroce entre mon cerveau, qui n'est pas dupe du hasard, et mes émotions qui étaient complètement dupées par celui-ci. » Et donc, cette réflexion m'a frappé parce que moi-même, j'ai constaté que deux systèmes de croyances peuvent coexister en nous. Donc, comment en être conscient et surtout comment naviguer dans cette dichotomie tout en restant cohérent. Et donc, cette question m'a conduite à vouloir approfondir cette réflexion sur le conditionnement, sur la dissonance cognitive et le monitoring de pensée. Et donc, dans cette perspective, j'ai cru intéressant de revenir sur l'ouvrage Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, où il développe la théorie du système 1, système 2. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais un peu vous expliquer grosso modo ce que c'est, et qui sont deux modes de pensée qui influencent nos décisions et notre vision du monde. Pour Daniel Kahneman, qui est un psychologue et qui a d'ailleurs été prix Nobel d'économie, il décrit deux systèmes cognitifs. Le système 1, qui est rapide, intuitif et automatique. Le système 1, il fonctionne de manière instantanée, sans effort conscient. Il est à la base de tous nos réflexes, nos actions promptes. Il repose sur des heuristiques, raccourcis mentaux, des intuitions, des conjonctures. Il permet des décisions rapides, mais est sujet à beaucoup de biais cognitifs, excès de confiance, ancrage, effet de halo. Un exemple d'actions qui sont très souvent guidées par le système 1, c'est par exemple le fait de reconnaître un visage familier, le fait de connaître le mouvement qu'il faut effectuer pour se brosser les dents, pour prendre une douche, le fait de tourner sa clé et de la remettre dans son sac tous les matins parce que c'est un réflexe. Donc toutes les actions en fait qu'on va effectuer au quotidien sans trop réfléchir. Le système 2 de l'autre côté, il est décrit comme lent, analytique et délibéré. Donc il mobilise l'attention pour des tâches complexes. Il demande un effort cognitif important, donc il est plus fatigant à employer. Il corrige parfois les erreurs du système 1, mais intervient rarement spontanément. Donc exemple, s'il faut résoudre un problème mathématique ou planifier un projet, c'est le système 2 qui va mobiliser toute l'attention et les données factuelles, histoire de mener une réflexion qui est logique. Daniel Kahneman nous explique que nous sommes très souvent guidés par le système 1, ce qui nous expose à énormément d'erreurs et de biais cognitifs. Et donc comprendre ces deux systèmes nous aide à améliorer nos prises de décision et à limiter les influences des automatismes inconscients. D'ailleurs, le saviez-vous, notre cerveau conscient traite une quantité très limitée d'informations, c'est-à-dire environ 20 à 60 bits par seconde, tandis que l'inconscient en traite des millions, jusqu'à 60 millions de bits par seconde d'informations. Certes, ces chiffres sont approximatifs et symboliques, mais ils illustrent surtout l'écart immense entre la perception consciente et le traitement inconscient. D'ailleurs, il existe une théorie selon laquelle ce qu'on appelle communément l'intuition n'est qu'une sorte de calcul rapide fait sur la base de ces informations-là qui sont stockées dans l'inconscient et qui parviennent à notre conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer la plupart de nos intuitions, de nos feelings. Pour revenir à la phrase que j'ai citée de Nassim Nicholas Taleb où il oppose son cœur qui est dupé par le hasard et son cerveau qui ne l'est pas, pour moi, cette métaphore s'aligne parfaitement avec la théorie du système 1 système 2. Le système 1 qui représente ici dans sa phrase le cœur et le système 2 qui représente son cerveau. Donc pour l'expliquer de manière plus claire, le cœur qui s'assimile au système 1 repose sur des expériences de vie, des schémas inconscients issus de notre conditionnement. Il intègre inconsciemment des messages répétés dans notre environnement, que ce soit dans les médias, la tradition ou les croyances populaires. À l'opposé, on a le cerveau qui est le siège du raisonnement logique et analytique. Donc capable de corriger les erreurs du système 1 et construire des convictions basées sur des faits et une vraie réflexion continue. Le problème, c'est que sans réelle prise de conscience de ce conditionnement qui est omniprésent, le système 2 va uniquement se charger de trouver des raisons logiques aux croyances qui sont déjà ancrées. Et donc c'est pour ça qu'on va trouver des personnes qui vont justifier des préjugés en se basant sur des préférences, sur des questions de goût. On va prendre l'exemple du colorisme. Beaucoup de personnes vont partir du principe que la peau claire est plus belle que la peau ébène que la peau noire et vont justifier cela par de la préférence. C'est une question de goût, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alors que particulièrement pour des personnes qui ont grandi dans des environnements afro-descendants, dans des cultures afro-descendantes,
on sait qu'il y a ce stigma-là sur la peau foncée. On sait que la peau claire est très souvent adulée. En Côte d'Ivoire, il y a des slogans comme « femme qui ne doit pas souffrir », etc. Et donc, quand tu as grandi dans un environnement où un certain type de peau est déjà adulé, tu es né en trouvant des préférences qui sont déjà assises. Tu ne peux pas plus tard grandir et t'approprier ces préférences-là comme si elles émanaient de ta propre réflexion, en fait. Donc, c'est en cela que je dis que il est très important de prendre conscience de ce conditionnement-là, histoire de remettre en cause nos croyances qu'on a déjà et de juste pas les justifier par des raisons farfelues, en fait. Et pour moi, encore une fois, cette distinction est essentielle pour comprendre comment nous pouvons parfois entretenir deux systèmes de croyances qui sont contradictoires et qui vont cohabiter dans notre esprit. Par exemple, un individu peut avoir des convictions qui sont très rationnelles, basées sur des faits, basées sur un cheminement intellectuel, mais en même temps ressentir des croyances qui sont irrationnelles, qui sont émotionnelles, mais qui sont issues de notre conditionnement. Donc cela parfois peut expliquer des personnes qui sont en même temps sceptiques, mais en même temps très superstitieuses ou adhérer à des idéologies qui sont contradictoires de manière simultanée. Je vais prendre mon exemple. Moi, je suis quelqu'un qui me définit comme déiste. Je crois en un Dieu créateur, mais qui n'interagit pas avec les humains, qui est présent dans la nature, dans la vie, dans la création, mais qui ne mène pas des actions contre notre gré, pour notre bien, sans que nous-mêmes ayons notre mot à dire ou que nous ne puissions comprendre en fait en quoi ces actions-là contribuent à notre bien. C'est pas une philosophie en laquelle je crois. Mais ayant grandi dans un environnement chrétien et ayant été conditionné à aborder Dieu et la religion d'un certain angle, je me suis retrouvé parfois dans ma vie dans des situations de stress, dans des situations de détresse émotionnelle, où mon cerveau, la partie de moi qui est consciente, a essayé de comprendre, a échoué même à comprendre en fait la situation. Et il y a une partie de moi qui m'a dit dans ma tête, Dieu est bon, genre, tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est bon. Et ça, c'est une phrase qu'on dit souvent aux gens quand on se retrouve dans des situations qu'on ne comprend pas, qui nous mettent dans une situation de détresse émotionnelle, mais qu'on ne peut pas expliquer. Donc on se dit ça. Mais je sais que je n'y crois pas. Mais pourquoi à ce moment-là, cette phrase-là a pop-up dans ma tête et je me suis surprise à penser ça en fait. Et donc c'est en monitorant mon esprit et en me disant, mais en fait, c'est pas quelque chose auquel je crois en fait. C'est pas une phrase qui intellectuellement fait sens pour moi. Donc pourquoi j'ai pensé ça? Et donc, c'est le genre de choses qui peuvent arriver au quotidien qu'on peut souvent négliger ou qu'on peut souvent qui peuvent passer sous les radars, mais étant quelqu'un qui est très attentif à mes propres pensées, moi ça m'a frappé et donc je me suis mise dans cette démarche de constamment monitorer tout ce que je pense et de voir comment ces pensées-là sont en adéquation, sont cohérentes avec ce que je crois de manière rationnelle, ce à quoi je crois de manière rationnelle. Et pour moi, c'est dans ce genre de situation-là que, quand on ne fait pas attention, la dissonance cognitive intervient, qui est en soi un conflit entre nos croyances qui sont ancrées en nous et la rationalité. Donc le psychologue Leon Festinger a théorisé en 1957 le concept de dissonance cognitive. Donc qu'est-ce que c'est? Il désigne un malaise ressenti lorsqu'un individu est confronté à une contradiction entre ses croyances et ses actions ou une certaine situation donnée. Donc ce phénomène est omniprésent dans nos vies. Par exemple, un fumeur qui sait rationnellement que la cigarette est nocive, mais va rationaliser son comportement par « mon grand-père a fumé toute sa vie, il a vécu jusqu'à 90 ans » par exemple. Et démocratique. L'état de droit est notre socle. Et il n'y a pas de liberté sans loi, ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté d'action, d'expérimentation. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a un gap entre ce qu'on croit, ce qu'on sait vrai, ce qu'on sait rationnel et réel, et ce qu'on fait, ou une situation dans laquelle on se retrouve. Donc, le cerveau va adopter une narrative qui va venir faire le pont entre nos croyances rationnelles et nos actions ou la situation dans laquelle on se trouve. Ce mécanisme se retrouve assez souvent dans les débats intellectuels. Ça, c'est un grand classique en fait. Donc, face à une remise en question de nos croyances profondes, notre système va chercher à protéger à tout prix notre identité cognitive. Et donc, plutôt qu'à examiner objectivement les faits réels, on va s'accrocher, mais dur comme fer, à ce qu'on a cru vrai durant toute notre vie. Donc, c'est pourquoi les discussions sur des sujets sensibles comme la religion, la politique ou encore l'éthique dégénèrent très souvent en confrontation stérile où chacun campe sur ses positions. Et ça peut devenir encore plus dangereux lorsqu'on n'est pas seul en fait dans ce mécanisme de vouloir à tout prix défendre une identité cognitive, mais qu'il y a un groupe de personnes, toute une population, toute une assemblée
qui se lèvent en force pour défendre cette opinion ou cette vision de la vie qui n'est pas basée sur des faits ou une réflexion logique, scientifique, mais plutôt sur une forme de croyance profonde d'identité, de croyance presque religieuse en fait. Et l'auteur Tim Urban, dans son livre, j'ai oublié le titre, je vais le mettre là, j'ai oublié le titre, mais il parle un peu de ce concept et il assimile cette écho-chambre-là à une forme de Gollum. Je trouve que l'image est assez drôle, parlante, mais je trouve que c'est assez pertinent en fait dans comment le fait de se lever comme un seul homme et défendre quelque chose qui est stupide, en griffe, peut être dangereux en fait parce que le Gollum c'est quelque chose de gros, de fort et qui peut être très très destructeur en fait. Et pour revenir sur le rôle du conditionnement, un autre aspect clé du système 1 est le rôle du conditionnement social et culturel. Beaucoup de nos préférences, qu'elles concernent l'alimentation, l'esthétique, les valeurs, l'éthique, ne sont pas des choix rationnels. Donc, c'est pas notre libre arbitre qui va intervenir dans le choix de ce qu'on aime, ce à quoi on croit, ce qu'on défend, mais c'est plutôt le résultat d'influences extérieures qui sont intériorisées depuis l'enfance. Donc, ce sont des choses qui seront considérées à terme par notre cerveau comme des choses qui sont normales. C'est juste normal, c'est logique. Même si elles sont pas logiques, on les admet comme logiques parce qu'elles ont toujours été comme ça. Donc, par exemple, un exemple de chose qui est normale mais pas logique, c'est par exemple la semaine de 40 heures. Donc, la semaine de 40 heures sur 5 jours est une norme qui a été instaurée par Henry Ford en 1926 pour augmenter la productivité des ouvriers et pour augmenter aussi la consommation. Pourtant, des études récentes montrent qu'une semaine de 4 jours par semaine maintient, voire améliore notre productivité. Donc, c'est une expérience de Microsoft qu'ils ont menée au Japon et on a pu observer une augmentation de la productivité de plus de 40%. En plus, avec les évolutions technologiques, ce modèle devient obsolète et favorise davantage le présentéisme plutôt que le travail réel. Pourtant, il est si ancré et rarement remis en question. Un autre phénomène qu'on considère normal dans la société occidentale, c'est le petit-déj sucré. Donc, c'est une construction purement culturelle qui est née de campagnes de John Harvey Kellogg à la fin du 19e siècle qui voulait promouvoir un régime à base de céréales pour des raisons morales et religieuses. Et donc, l'industrie agroalimentaire a amplifié cette idée au point qu'aujourd'hui, des millions de personnes considèrent qu'un petit déjeuner normal, équilibré, doit être sucré alors qu'il n'existe aucune base biologique à cela. Bien au contraire, ça a été déconseillé par plusieurs médecins. Donc, petite anecdote par rapport à cette affaire de petit déjeuner. Très souvent le matin, vu que j'ai pas le temps de manger chez moi, j'achète à la boulangerie à côté de mon travail un petit pain comme ça avec du poulet, du purée, du fromage. Et donc, une fois ma collègue m'a vu manger ça au bureau, et elle était tellement choquée. Mais comment tu peux manger un truc salé le matin? Comment tu peux manger du poulet le matin avec du curry en plus? Elle était scandalisée en fait. Et j'étais choquée, mais pas trop. Mais je me suis dit, mais c'est fou comment le conditionnement est profond en fait. C'est-à-dire que manger ça à 9 h, c'est un gros souci, mais manger ça 4 heures plus tard, c'est complètement normal. Mais bref, c'est le conditionnement, il n'y a rien de nouveau. Et c'est vraiment pareil pour tout ce qui est normes esthétiques, colorisme, texturisme, grossophobie, qui sont pas en soi des préférences innées, mais qui sont le résultat de conditionnements profonds, de formatage médiatique et historique. Et donc c'est pour ça que les standards de beauté vont changer d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, parce que on ne trouve pas beau ce qu'on a. C'est pas quelque chose avec lequel on naît. On ne naît pas avec nos goûts, mais on apprend à apprécier des choses. On apprend à trouver beau quelque chose. Si toute ta vie tu as grandi en pensant que, ou on t'a enseigné toute ta vie que les formes généreuses c'est ça la beauté, tu vas grandir en pensant que c'est ça la beauté. Si toute ta vie tu as vu à la télé, tu as vu dans la cour de récré que les femmes blanches sont les plus belles et qu'elles ont des cheveux lisses, c'est ça la beauté, tu vas grandir en pensant que c'est ça la beauté, ce ne sont pas des goûts. Donc, en tant qu'adulte, en fait, à un moment, il est important de s'asseoir et puis de se demander, de se poser les bonnes questions, en fait. Pourquoi je pense ça? Pourquoi je trouve ça beau? Pourquoi j'ai telle préférence? Et ça n'enlève rien, en fait, à votre identité, genre. Ça n'enlève rien au fait que vous ayez toujours votre libre arbitre. C'est pas une manière de vous dicter ce que vous devez penser ou de ce que vous devez aimer, mais c'est une invitation à la remise en question, en fait, du conditionnement, parce qu'à un moment, il faut reprendre le contrôle. Je pense que ce sera ça le titre de la vidéo en plus. Reprendre le contrôle de ses pensées, reprendre le contrôle de ses opinions, de ses préférences. Et je pense qu'en tant qu'adulte, c'est un processus qui est extrêmement important. C'est pour ça qu'encore une fois, je voudrais revenir sur la notion de monitorer ses propres pensées.
faut se demander à chaque fois qu'on a une pensée qui émerge, est-ce que cette pensée est fondée sur des faits rationnels? Est-ce que cette pensée est fondée sur un cheminement que j'ai effectué par moi-même, ou bien c'est une réflexion qui est issue d'un conditionnement? Donc, système 1. Est-ce que je crois quelque chose parce que je l'ai toujours entendu dans ma vie, ou est-ce que c'est parce que j'ai concrètement analysé les faits, j'ai concrètement analysé ce qui m'entoure, et puis j'en suis arrivé à ces résultats en fait. Donc cette remise en question est extrêmement importante pour moi parce qu'elle permet d'éviter en fait plein de manipulations idéologiques, et elle permet de forger une pensée libre et cohérente, ce qui est très important, en conciliant l'intuition, système 1, et la rigueur du système 2. On peut mieux naviguer dans un monde où l'information est omniprésente et souvent biaisée. Personnellement, mon copain m'a dit quelque chose qui est resté dans ma tête. Il m'a dit, quand tu vas sur Internet, faut assumer que tout ce que tu vois est faux. Et depuis que je le fais, en fait, et que, avant d'admettre quelque chose comme étant vrai, je réfléchis, je fais des recherches, et voilà, j'essaie d'avoir un cheminement, en fait, afin d'arriver à mes propres conclusions. Et donc, c'est super important d'essayer, en fait, d'avoir un mode de pensée qui est libre et parce qu'au final, je pense que on n'a pas réellement de libre arbitre, mais on peut essayer de minimiser, en fait, cet impact extérieur. C'est vraiment ça la démarche, de minimiser en fait l'impact des autres et du conditionnement dans nos choix et dans nos modes de pensée. En fin de compte, cette réflexion est une invitation pour tout le monde à vraiment sortir de la matrice. Essayer de ne pas être esclave de nos conditionnements et d'éprouver en fait chaque croyance, chaque réflexion par le feu de la raison avant de les revendiquer aux yeux de tous. On arrive à la fin, ça a été un plaisir de la tourner. Cette vidéo est vraiment partie d'une intention de vulgariser certains concepts que je trouve vraiment importants. Et je pense que le défaut en fait de connaissance de ces concepts-là, je peux l'observer au quotidien, mais vraiment dans ma vie en fait. Et sur les réseaux, quand je vois les gens dans leur cheminement intellectuel. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ces concepts-là en tête et de se les approprier parce qu'ils sont très importants dans la prise de décision, dans la construction de nos opinions, de notre réflexion et de notre identité même. Et voilà. J'espère que vous plaira, et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je sais que ça pourrait manquer de rigueur scientifique, mais voilà, c'est pas mon domaine, je suis pas très calé à ce niveau. Donc si vous avez des éléments complémentaires, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Vos avis, vos ajouts sont vraiment les bienvenus. Et voilà, j'espère qu'elle sera utile au final. Gros bisous. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit pouce en passant. Ce serait bien, ça me fait plaisir. Et bisous.